Le Sénégal célèbre ce 4 avril 2021 le 61e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Mais on oublie souvent que dans le Sénégal, devenu indépendant, il y avait un royaume qui ne fut jamais conquis, ni par les Français, encore moins par les Anglais, le Niani. Ouais, Mansa Kimintan Kamara, en fait, c'est un descendant d'une famille Kamara qui est originaire du Mandin, du Mali. En fait, c'était des guerriers, c'était les guerriers de Sundiata. Mais sentant que, vu les règles de succession dans le Mandin, ils ne pouvaient pas régner, ils ont décidé de migrer dans les années 470-72 pour venir vers l'Est. Selon leur fétiche, d'ailleurs, c'est le fétiche qui leur indiquait en leur disant que vous ne pouvez pas régner ici, mais si vous allez à l'Ouest, si vous trouvez une grande termitière, c'est là que vous aurez la terre promise pour installer un royaume. Et donc, ils ont migré, et c'est une péripétie qui a duré sur 3 siècles à peu près. Et ils sont passés par la Guinée, ensuite le sud du Sénégal, Sédhiou, ils sont entrés par la Gambie. Et ensuite, ils ont vu plusieurs zones d'implantation en attendant de trouver l'endroit idéal pour pouvoir, pour rechercher l'endroit idéal selon leur fétiche qui leur indiquait ce serait là le royaume promis. Et dans cette pérégrination, ils ont fait donc Kataba en Guinée, ensuite Koungheul, qui a été une des premiers points d'attache pour ce royaume, et progressivement Koungheul Socé, et ensuite Koupantoum. Et Koupantoum, le séjour a duré beaucoup plus longtemps. Et à chaque niveau, donc dans ces zones d'implantation, quand ils ont fini, il reste une partie de la population là-bas, donc des frères, et c'était plusieurs frères qui se succédaient donc dans la chefferie, parce que ce n'était pas encore un royaume. Alors le royaume, en fait, ils vont l'implanter, ils vont trouver la zone d'implantation après une partie de chasse. Parce que c'était des guerriers, mais c'était surtout des chasseurs. Ils vivaient pas d'agriculture réellement. Ils ont trouvé quelques peuples peuls qui étaient des pasteurs, mais eux-mêmes chassaient. Et donc, partant de Koupantoum Socé, un des frères, il s'appelle Mar Kamara, est allé à la chasse et a trouvé donc. Il comprenait également, non seulement c'était des chasseurs, mais c'était des chasseurs vraiment dans le plus large sens du terme, parce qu'ils comprenaient même le langage des animaux, dont les chiens. Alors, ce Mar Kamara, en chassant, allait trouver dans une zone assez reculée, un peu au sud de Koupantoum, une forêt. Et arrivé là-bas, épuisé, il s'est reposé sous un arbre. Il avait l'impression de dormir. C'est à part de là que les chiens, dans leur causerie, ont indiqué qu'effectivement, c'est une zone idéale pour implanter un royaume. Là, il est revenu à Koupantoum pour dire à ses frères que lui, il a trouvé l'endroit idéal et qui représente actuellement le village de Ndjambour. Et donc c'est là où ils ont implanté la première capitale du Ndjambour, où, semble-t-il, 44 rois se sont succédés à Ndjambour. Alors, Ndjambour, le dernier, le 44e roi, s'appelait Mansa Sara. Et ce Mansa Sara avait plusieurs épouses, dont une qui venait d'un autre royaume, un autre territoire voisin, qui était du Wouli. Et cette femme, donc, était plus ou moins infertile. Elle est restée plusieurs années sans avoir d'enfant. Et un jour, après le passage de marabout, semble-t-il, qui lui a donné un talisman, elle a pu obtenir une grossesse qui a été en fait le fruit. Donc, ce fruit de cette grossesse, c'est ce qui a donné naissance à Kiminta. Donc, c'était un enfant unique chez sa mère. Et alors, donc, ce Kiminta, fils de Mansa Sara, avait été connu depuis qu'il est né. Il paraît qu'il y avait des aspects mystiques qu'il développait, qui s'est presque assimilé en djinn, parce qu'il disparaissait souvent.
Et c'est dans ces faits-là que Mansa Sara, un des féticheurs, lui a dit que c'est parmi tes enfants, il y aura maintenant un qui va être vraiment le roi, qui va étendre ton royaume, qui va être très prestigieux. Alors, mais pour cela, il faut préparer un repas. Je vais te donner un talisman que je vais mettre dans du couscous, c'est une tête de mouton, et à partir de là, celui qui va prendre ce talisman-là, c'est celui-là qui va être le roi. C'est dans ces faits-là que Kimintan a pris cette tête à l'insu des autres et a été donc désigné comme le roi. Il a été senti comme le roi parce qu'il était préparé pour être le roi. Mais c'était vraiment de façon secrète. Alors, ses autres frères, il y avait 6 frères aînés qui, sentant donc proches de prendre le pouvoir, ont développé beaucoup de jalousie vis-à-vis de lui. Donc, lui, personnellement, a donc décidé de changer et de migrer vers Lungusin, une autre terre qui va devenir après la deuxième capitale du Niani. Et c'est à partir de Lungusin qu'il va développer donc son royaume, parce que à la mort de son père, les rivalités étant très aiguës avec ses aînés, ses 6 frères aînés, il y a eu une querelle entre eux qui a permis de lui de gagner cette bataille et de venir au trône. Donc il a installé sa capitale à Nungusin et il a laissé les aspects, tous les attributs liés au royaume, notamment la justice au niveau de Ndjambour. Mais lui, il régnait à Nungusin. Et Nungusin, il y avait dans cette contrée beaucoup d'aspects mystiques, notamment un baobab sacré avec des abeilles, et d'autres, un lieu mystique où également, semble-t-il, il y avait plutôt des femmes qui étaient des djinns. Donc, ce qui fait que lui n'a pas eu beaucoup d'enfants. Je pense qu'il a eu un seul enfant. Ces femmes djinns, quand il avait des querelles ou des guerres à mener, c'est là-bas qu'il allait, c'est en ce Djalan qui existe toujours. Et là, il prenait ses bains mystiques et attaquait donc ses ennemis. Et donc, c'est dans ces entrefaits que dans les années 1800, les Anglais, dans leur désir d'expansion pour étendre le territoire à part de la Gambie, ont traversé le fleuve Gambie pour entrer dans le sud donc, de son royaume qui correspond au sud de Makakolibantan. Et une fois qu'ils ont été entrés, donc il y avait toujours un lieutenant qui l'informait. Aussitôt, donc il a pris les armes pour pouvoir les chasser et les a chassés jusqu'au bord du fleuve. Ces Anglais, pensant qu'ils ne pourraient pas traverser, sont allés de l'autre côté à Makati et se préparaient à revenir pour un autre assaut. C'est dans ces faits qu'arrivé là-bas, il a fait appel à une autre armée mystique composée de crocodiles pour traverser le fleuve. Il a trouvé les Anglais donc à Makati, par surprise, parce qu'il ne s'attendait pas à le voir. Et dès qu'il est arrivé, tout le commandement a été débordé. Il y a eu une débandade, ce qu'on appelle, mais Djanjambouri, ça veut dire que dispersion totale des troupes. C'est pourquoi Makati maintenant est appelé Djanjambouri. Donc ça, c'est une guerre mémorable qu'il a gagnée. Et il y avait des vestiges de cela parce que les Blancs, les Anglais, dans leur fuite, ont abandonné beaucoup de canons. Ces canons, actuellement, sont au niveau de l'île de Gorée. Alors, les autres aspects, c'est que le royaume étant très vaste, il y avait d'autres royaumes frontaliers d'autochtones, le Sénégalais, le royaume sénégalais, il y avait des velléités pour pénétrer dans son royaume. Mais le plus marquant, c'est Lat Dior, qui à un moment donné, à partir de la zone Est, a voulu également venir demander des impôts parce que c'était la tradition. Les rois qui pensaient qu'ils dominaient les autres demandaient aux autres de se soumettre en donnant l'impôt. Et lui, il agissait au nom de Maba Diakhou. Donc il est venu à la frontière de la zone actuelle de Koungheul pour demander les impôts au roi Kimintan. Une fois arrivé à la frontière, il a installé un camp et a envoyé son homme de confiance, Biran Sissé, et son griot pour aller demander les impôts. Et dès que ces émissaires sont arrivés dans la cour du roi, le roi a sorti 2 calebasses, une remplie de coton, en lui disant « ça c'est un acte de paix », et l'autre remplie de poudre de balles, de poudre de fusil pour la guerre. Ça c'est une déclaration de guerre. Vous direz à Lat Dior de choisir
c'est une calebasse. Et ce griot, dès qu'il est sorti donc des limites du territoire, a entonné la chanson Nyani Bagna. Et Lat Dior, voyant cela, a décidé donc de brûler tous les villages. Mais il a commencé à brûler un village et des abeilles l'ont attaqué, il a fui. Lui aussi a fui dans une dispersion totale, comme ça a été le cas pour les Anglais. C'est pour valoriser tout ce potentiel historique, culturel et économique que les petits-fils de ce grand roi ont décidé de se battre. C'est d'abord le conseil départemental de Koumpentoum qui organise chaque année le festival Pencum Nyani, mais aussi une association appelée Association des ressortissants, amis et résidents du Nyani, Arar Nyani. Un travail qui a été fait, le rayonnement à l'époque du Nyani pendant cette période, le fait que ça a été une forteresse pour les Anglais, les colons et même les Français, quelque chose, voyant que c'est une histoire qui méritait d'être connue et qui n'est pas connue, nous nous sommes dit que c'est notre devoir à nous, en tant que petits-fils, de pouvoir porter à la mémoire des populations cette histoire qui mérite d'être connue. Parce que on peut dire que si le Sénégal est actuellement à ce stade et qu'il n'y a pas une expansion de la Gambie dans ces territoires, c'est grâce à ce héros-là. Et que quand même, quelqu'un qui mérite donc qu'il soit reconnu par la nation. Donc c'est un travail que nous voulons faire pour un peu réhabiliter Mansa Kimintan dans ce droit. L'autre élément, c'est que, comme je l'ai dit, l'association a trouvé qu'avec ces terres d'accueil, en faisant un peu le recensement, ils ont vu qu'il y avait beaucoup de potentialité dans cette zone qui correspond un peu géographiquement au département de Koupantoum, qui a donc un potentiel économique important qui, lorsque une dynamique est créée pour fédérer toutes les énergies, peut donner des résultats en termes d'économie pour pouvoir développer encore ces localités-là, qui jusque-là ont un niveau de développement qui est vraiment basique. Et ils sont presque il y a peu d'infrastructures à ce niveau. Et donc, en mobilisant donc toutes les personnes ressources qui sont autour et qui sont issues de cette association, nous pouvons contribuer à appuyer ce que fait l'État pour pouvoir développer ces localités. Ça, c'est vraiment un autre objectif qu'on s'est fixé. Et je pense qu'à travers ces actions que nous pouvons mener, on peut également, en partenariat avec des associations sœurs qui sont ici au Sénégal, en Afrique, pouvoir donner des ressources pour pouvoir limiter même l'immigration des populations vers l'Europe. Parce que ces potentialités étant exploitées, nous pouvons assurer une limitation de l'immigration de ces populations. Ainsi, dans le cadre du plan stratégique qui a été élaboré, Arar Nyani envisage d'organiser à court terme un colloque international sur le Nyani et sa place dans le cadre de la résistance à la colonisation, de mener un plaidoyer pour amener les décideurs à impliquer davantage les localités de ces terroirs dans les programmes de développement socio-économique du gouvernement et de contribuer à développer des actions de solidarité. Les chantiers actuellement, c'est que nous sommes en pourparlers avec le département d'histoire, parce que pour valoriser, pour vraiment donner une caution scientifique à tout ce qu'on dit là, il faut effectivement de la recherche et pouvoir matérialiser par des scientifiques, par des écrits. Et ça, le département d'histoire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, je pense, est le mieux placé pour pouvoir nous accompagner dans ça. Donc nous préparons avec cette université-là, avec ce département, un colloque qui peut-être dans 1 an ou 2, où nous allons amener donc des produits de la recherche qui vont être menés par ces chercheurs. Et après ce colloque, je pense qu'il y aura assez d'éléments maintenant pour pouvoir mettre sur papier quelque chose de valable scientifiquement et de vulgariser. Bien qu'il y ait déjà eu quelques éléments dans l'histoire générale du Sénégal,
L'autre chantier, nous avons mis en place des structures locales, c'est de valoriser toujours la culture locale mandingue à travers des journées culturelles régulièrement. Nous avons déjà fait une manifestation l'année dernière. Nous comptons mener cela à l'image de ce que font les mandingues de Mbour, pouvoir proposer dans une manifestation culturelle couplée à un aspect culturel et touristique, pouvoir proposer à des touristes de venir visiter le Niani. Le dernier élément, bon, ce que je dis toujours, va être lié à le chantier le plus important, c'est de pouvoir améliorer le cadre de vie, assurer le développement de ces localités à plusieurs niveaux, en termes de renforcement en infrastructure des localités, mais surtout en capacitant les femmes et les jeunes pour pouvoir leur donner sur le potentiel agricole qui existe, les moyens de subsister, de vivre et d'être autonome et ne pas être tenté par l'immigration. De l'État, nous attendons un appui, un accompagnement. D'ailleurs, je pense que lorsque nous allons mettre en place, lorsque nous allons vers l'élaboration des cahiers de charges de ce colloque, nous voulons mettre cela sous le parrainage des chefs d'État du Sénégal et de la Gambie pour pouvoir bénéficier un peu des appuis à leur niveau pour pouvoir mieux documenter surtout l'histoire du Sénégal, comme on a eu à le faire ils ont eu à le faire dans le cadre de l'histoire générale du Sénégal, mais également un accompagnement pour insérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les localités qui sont dans ce territoire, qui sont des localités où il manque criard d'infrastructures pour certains, notamment des infrastructures pour accéder à l'eau, à l'électricité, que les programmes de gouvernement puissent prendre en compte ces localités, notamment le PUMA, le PUDC, qui puissent prendre en compte ces localités pour pouvoir amener ces populations à avoir un meilleur niveau de vie.